Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dax Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut tout le monde. Bonne année. Et comme dirait ma grand-mère, surtout la santé. Hein. Il fallait que je le fasse, franchement. J'ai vu il n'y a pas très longtemps, je savais que ça allait lui faire plaisir, alors bon. Coucou mamie. Tu écoutes les podcasts, mamie ? Bah franchement, peut-être qu'une fois ma mère lui a fait écouter, mais pas sûr. Qu'est-ce qu'il a alors ? Moi j'espère que ça a été vos fêtes. Vous avez pris des bonnes résolutions cette année ? Ou surtout des petits kilos. Quentin. Pour la résolution. Pour les résolutions, bien sûr. Évidemment. Bon, on va peut-être prendre comme résolution d'être un peu plus sympa, vous le verrez à la fin de ce podcast. Avec un peu plus de coups de cœur, Comme peut-être. toutes les résolutions, ça va pas durer longtemps. Non, Philippe va revenir en force, je pense, après. On va démarrer du coup l'année de nos podcasts en beauté avec un focus principalement sur les hébergements qui sont proposés par Microsoft Azure aujourd'hui. L'idée, c'est de parler de la solution dans son ensemble, des services qu'on peut utiliser, et on va vous donner aussi quelques tips pour démarrer sur le sujet si vous n'êtes pas forcément des habitués d'Azure. La team, pour commencer l'année, donc on a Philippe, le Javaman aigri. Qui n'est plus aigri. Qui n'est plus aigri. Rédemption, ça c'est le titre du film. On a Arthur, JavaScript Lover. Toujours. Nathan, monsieur prof du code. Pas de bonne résolution, du coup. Et Quentin, notre gourou Microsoft. Super. C'est un Microsoft évangéliste. C'est ça. Bah tiens, notre Microsoft évangéliste. On va commencer par poser les bases. On va poser les bases. Simple. Classique. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière générale, Azure, c'est quoi ? Alors, c'est un vaste sujet. C'est une plateforme qui permet de faire de l'hébergement sur Internet, mais pas que, qui offre beaucoup de services et ça fait partie des 3 plus gros cloud providers qui existent sur la place, avec AWS et GCP pour Google. Ça offre des services allant de l'hébergement, du stockage de fichiers, à des services d'IA aujourd'hui qui propulsent de plus en plus parce que c'est leur dada du moment. Si on revient un peu dans l'histoire, Azure, c'est uniquement utilisé pour tout ce qui est hébergement cloud ou pour d'autres types d'hébergement et pour la partie où c'est exclusivement pour du cloud aujourd'hui. C'est un hébergeur, donc après, ce qu'on appelle cloud, c'est toujours assez fumeux, mais je veux dire, c'est une plateforme d'hébergement qui peut tout faire, comme l'a dit Quentin, c'est-à-dire de l'infrastructure jusqu'à du très haut niveau, et on se rappelle toutes les notions IaaS, PaaS, CaaS, tout ce qui peut exister autour de ça. On va en parler, après. Et pour le coup, Azure, c'est et AWS, etc., ça a émergé à peu près quand ? C'est des solutions qui sont arrivées vers 2010 ou... Ouais, alors non, ça fait un peu plus tard. Oui, c'est à peu près les dates. Enfin, faut différencier les dates à laquelle c'est vraiment sorti de l'usage qui en est réel. Ça fait une dizaine d'années que vraiment ces services sont utilisés. Avant, c'était quand même, ça existait déjà. Il y avait des embryons chez AWS et compagnie, mais c'était quand même il n'y avait pas une offre complète, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, non. Et puis l'usage, c'est toujours pareil, c'est exponentiel. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, ça végète un peu, puis d'un coup, les entreprises partent. Et ça fait alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont partis avant, mais ça fait vraiment depuis aux alentours du Covid, où c'est vraiment devenu un standard de partir sur des systèmes cloud. Avant, c'était encore que les entreprises un petit peu en avance qui étaient dans ces systèmes-là. Et aujourd'hui, c'est quoi vraiment les gros avantages à aller sur ce type de plateforme ? Alors, les gros avantages d'aller sur ces types de plateformes de type cloud, en fait, l'idée c'est... alors, Azure a copié, si on peut le dire, tout ce qu'avait fait AWS depuis longtemps. Et l'idée des plateformes de type AWS, c'était, je le rappelle, je l'avais déjà dit une fois, c'était d'offrir à la moindre personne dans sa chambre la même puissance et la même capacité qu'une grosse entreprise. Historiquement, c'était pas le cas. C'est-à-dire, avant les systèmes Azure, vous étiez une petite start-up dans votre coin, dans votre chambre, vous n'aviez aucune chance de monter une ferme de serveurs avec ce qui est... Du coup, vous étiez pas à égalité versus une entreprise qui avait des millions d'euros à dépenser là-dedans. En fait, avec des systèmes de type Azure ou AWS, la force de ça, c'est qu'avec votre propre carte bleue et 100 balles, vous pouvez, dès démarrage, avoir l'intégralité de l'infrastructure aussi bien qu'une très grande entreprise.
Et donc, ça veut dire que si vous êtes une startup ou une petite boîte, il n'y a pas j'ai envie de dire, de concurrence biaisée. Vous avez vraiment des systèmes très haut de gamme là-dessus. Et c'est ça la genèse de ces systèmes-là, c'est d'offrir du très haut de gamme à n'importe quelle entreprise. C'est l'une des plus grosses forces. C'est-à-dire que vous êtes une petite PME, vous n'avez pas des services moins bien qu'un groupe du 440. C'est vraiment ça. Et du coup, ça permet d'offrir tout un tas de services qui n'étaient pas du tout accessibles pour les entreprises ou pour les entreprises très riches, de manière packagée et qui est payable à l'utilisation. Donc, ça permet d'avoir des barres d'entrée qui sont très faibles. Là, tu parles de quoi comme type de service? Par exemple, des méthodes de calcul, des choses comme ça? Oui, alors en gros, il y a plein de manières de voir les choses, mais globalement, il y a tout ce qui tourne autour du compute, c'est-à-dire le calcul. L'hébergement, le calcul, tout ce qui tourne autour de... Je fais tourner des applications, je fais des calculs, je fais de la base de données, ce genre de choses. Et après, il y a tout ce qui tourne autour du stockage, mes données, tout ce qui tourne autour de... Je les stocke, je les archive, je les lis, je les écris, tout ce genre de choses. Et après, il y a tout ce qui tourne autour du network, c'est-à-dire comment je les fais véhiculer d'un endroit à l'autre. En gros, c'est les trois grandes notions qui existent, mais après, c'est décliné à l'infini parce que vous pouvez aller j'ai une machine physique sur laquelle je vais brancher quelque chose jusqu'au service, comme disait Quentin, d'intelligence artificielle complètement packagée, où vous allez juste interagir avec une API et compagnie. Donc, c'est vraiment des systèmes très nébuleux. Et je pense que l'objectif de ce podcast, c'est d'essayer aussi de ramener les choses dans le terrain. Parce qu'en fait, quand vous êtes... Alors, c'est... À la fois, vous avez la capacité, quand vous êtes une petite entreprise, d'avoir les mêmes services que le 440, mais vous n'avez pas l'équipe du 440. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de choses et c'est compliqué. Et c'est pas parce que c'est disponible que ça soit facilement utilisable. Avant de rentrer effectivement dans le détail de ces parties-là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va se focuser plutôt sur Azure et qu'on va pas aller dans le détail d'AWS, GCP ou encore OVH Cloud Alors, on pourrait faire un podcast sur AWS ou GCP, ça nécessiterait, c'est pareil, un podcast entier, parce que même si vous avez des équivalences de services dans ces différents providers, c'est quand même tout différent, les noms sont différents, les noms marketing sont différents, et du coup, ça serait un peu confusant si à chaque fois qu'on parlait d'un service, on donnait les 3 autres noms. Les trucs, c'est vite fait la galère, quoi. Alors, en tant qu'initié, ça va bien, mais quand on veut faire un podcast d'introduction, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ok, ça marche. Si on rentre donc un peu plus dans le dur du sujet, donc l'idée, c'est de comprendre effectivement les différentes couches qu'il va y avoir dans l'hébergement. Aujourd'hui, du coup... c'est quoi grossièrement alors là, j'ai un énorme, vous voyez mon écran, j'ai un énorme schéma qu'on mettra, je pense, en commentaire du podcast avec je vois on-premise, IaaS, CaaS, PaaS, FaaS et d'autres. L'idée, c'est de venir un peu découper pour expliquer, citer un petit peu ce qu'il y a dans chacune de ces parties. Donc, si on peut juste démarrer pour expliquer, je pense, Philippe, si tu peux nous faire juste une vue d'ensemble pour nous expliquer les différentes. Ce qu'il faut voir, c'est que sur ces plateformes, vous pouvez acheter des services qui ne sont pas du tout au même niveau d'abstraction. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une analogie avec la maison, c'est-à-dire que vous pouvez acheter soit une maison finie, soit vous pouvez acheter des briques et du ciment, quoi. Donc, c'est ça. Et du coup, on peut tout faire, mais faut-il encore savoir ce qu'on veut faire? Là, ce qu'on va essayer de catégoriser pour faire l'introduction, c'est d'expliquer les différents niveaux d'abstraction qui sont communément admis par la communauté au sens large. Vous allez avoir tout ce qui est IaaS. Donc, les AAS, c'est très simple, c'est as a service. C'est-à-dire que vous le prenez, vous le louez, quoi. Si je peux faire simple, vous le louez, vous l'utilisez, le jour où vous en avez besoin, vous le jetez. D'accord. Donc, tous les IaaS, tout ce qui est AAS, ça veut dire ça. Donc, on va se concentrer sur la première lettre qui est I pour infrastructure. Infrastructure, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez acheter au plus proche de la machine. C'est-à-dire que vous allez louer de la machine. Globalement, vous allez louer de la machine, vous allez louer du routeur, vous allez louer du réseau, vous allez louer du firewall, vous allez louer tout ce que vous voulez là-dessus. Donc, on est vraiment très bas niveau dans un truc. Et après, plus je vais continuer dans les étapes, plus en fait, on va avoir un niveau d'abstraction supplémentaire. Et quand je dis niveau d'abstraction supplémentaire, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être gérées de plus en plus par le provider de cloud. Quand je suis en IaaS, globalement, je vais avoir la machine qui m'est donnée, je peux l'utiliser, mais je gère juste pas la sauvegarde, l'électricité, le fait que si elle tombe en panne, le branchage à jour, je gère pas ça. D'accord ? Mais tout le reste, l'application, la machine virtuelle, le système d'exploitation, les mises à jour, tout ça, c'est moi qui gère. Niveau 0 d'abstraction. Donc, petite remarque à ce moment-là, il y a plein de gens qui disent qu'ils sont partis dans le cloud. En fait, ils sont pas partis dans le cloud, ils ont juste pris des infrastructures qu'ils avaient ces jeux, ils l'ont migré poste pour poste dans une infrastructure de type Azure. Bon, ils ont un certain nombre de gays à faire ça, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle être dans le cloud au sens très abstrait. Et je vais y revenir. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui va être que je vais mettre tout ce qu'on va appeler le conteneur as a service. D'accord ? Donc
Qu'est-ce que veut dire le conteneur as a service? Le C, donc le as a service, c'est toujours les AAS, mais le C, c'est pour globalement tout ce que vous allez trouver autour de l'hébergement de type Docker. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus de système d'exploitation. Le système d'exploitation est géré par le provider de cloud. D'accord? Ça, c'est le conteneur. C'est un niveau encore intermédiaire vers des choses qu'on peut faire encore un peu plus élevées. Vous avez après le PAS. Je ne reviendrai pas sur ce qu'est le PAS, c'est plateforme. C'est en gros là, vous allez utiliser vraiment, par exemple, une base de données, vous allez utiliser telle qu'elle, plus ou moins en utilisant la sauvegarde, pas la sauvegarde, la scalabilité, tout ça. Mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. Et après, vous allez jusqu'au FAAS, Function as a Service, où là, en gros, globalement, vous n'avez même pas votre application, vous avez du code que vous envoyez quelque part et ça se démerde pour être exécuté à travers Internet. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, les échelles là-dessus. Et en fin de fin, vous avez le SaaS, c'est important de noter. Le SaaS, c'est Software as a Service. Donc là, en fait, vous ne faites rien, vous utilisez un logiciel sur le marché qui vous est mis à disposition et vous l'utilisez tel quel. Et il y a plein de choses dans la vie qui, quand vous êtes dans un système cloud, que vous pouvez utiliser de niveau SaaS. Par exemple, si vous prenez par exemple un système d'IA, vous pouvez utiliser tel quel, c'est-à-dire sans rien faire, donc as a service, mais c'est vraiment un software que vous louez finalement à l'usage. Et donc, vous êtes dans ce système SaaS. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, alors tout ça pourquoi? C'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, un SI, c'est la combinaison de tout ça. Il y a des choses que vous allez louer en bas niveau parce que vous n'avez pas le choix, des choses que vous êtes plus ou moins en conteneur, des choses que vous allez pouvoir mettre en face, des choses en SaaS. Et en fait, tout ça fait le système d'information. Et ce qui est très compliqué dans la tête des gens et des clients et de tous ceux qui nous écoutent, c'est que ça ne se place pas au même niveau d'abstraction. Et c'est ça qui rend les choses un peu complexes. Bah merci Philippe pour cette grande... C'est clair? C'est très clair. Non, c'est plutôt très clair. Aujourd'hui, du coup, finalement, comment tu fais te dire, je sais pas si on se place même dans la tête de n'importe qui d'entre vous, le jour où vous montez une application, comment tu fais pour te dire, finalement, quel mode je dois choisir, qu'est-ce qui est le plus intelligent, enfin, comment tu prends ta décision, te dire, qu'est-ce que je laisse à Azure et qu'est-ce que je continue à gérer moi-même, quoi. En gros, la règle principale, c'est plus vous en laissez au système cloud, moins vous avez de soucis après à l'exploitation. Donc, en gros, on va essayer de mettre le curseur le plus loin possible dans le système cloud, et puis après, on ne le fait pas pour tous les trucs sur lesquels on a des contraintes de ne pas pouvoir le faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a un contrainte historique qui n'est pas du tout capable d'être dans un système cloud assez évolué. On a des contraintes de sécurité. On a le client qui dit moi, je veux que mon application elle soit portable, c'est-à-dire je veux qu'elle soit sur Azure, mais que demain, je puisse la mettre sur AWS. Donc, vous n'allez pas pouvoir trop imbriquer avec le système AWS ou Azure. Vous avez ce genre de contraintes. Sinon, nous, on est un peu flemmard. C'est-à-dire que plus c'est quelqu'un d'autre qui fait, mieux c'est, quoi. Voilà. Surtout en général, aussi une question de compétence, c'est que les gens qui sont chez Azure ou AWS, ils font ça toute la journée, ils sont bien plus compétents que nous pour faire ces tâches-là que ce que nous, on pourrait proposer. C'est dur aujourd'hui de rentrer sur Azure, un nouveau développeur qui arrive, ou dire qui veut monter son projet. Est-ce que c'est dur à comprendre, c'est dur à prendre en main comme plateforme? Non, parce qu'en fait, il y a des services qui sont packagés de façon à ce qu'il y ait une telle couche d'abstraction que le développeur de base a un service forcément qui est packagé où tu poses juste ton bout de code et ça se débrouille, quoi. Donc, quelqu'un d'assez débutant peut le faire assez rapidement. Je ne dis pas que c'est scalable et que ça peut être utilisable dans tous les contextes, mais un développeur qui veut s'essayer à rentrer sur une plateforme cloud, aujourd'hui, il peut tout à fait le faire assez facilement. Okay. Moi, je partage et je partage pas. D'accord que c'est... Si, il est quand même aigri. C'est bienveillant. Non, mais je partage sur le fait que, globalement, si vous faites un tout petit projet isolé dans un coin, c'est facile. Pour faire le test, c'est facile. Pour faire le test, c'est facile. Pour faire une petite application d'une startup, c'est facile. Après, dès que vous allez avoir de l'historique et que vous allez vous interconnecter avec d'autres choses, là, c'est vraiment un autre level, quoi. Parce que du coup, vous pouvez pas utiliser des trucs tout packagés et il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et c'est pas forcément des notions qui sont à la portée de n'importe qui. Et tant que ça marche, c'est facile. C'est le jour où ça crache. Le jour où ça marche plus, là, vous avez intérêt à avoir des gens qui s'y connaissent parce que c'est... On a envie de pleurer. C'est ça. C'est compliqué à débugger. C'est une espèce en fait, de boîte noire. Le problème, c'est que les services qui sont très abstraits et donc qui permettent de faire des choses très facilement avec quelqu'un qui ne connaît pas forcément, c'est tellement abstrait qu'en fait, pour aller chercher où ça bloque, il y a tellement de couches en dessous de vous que pour déjà trouver dans quelle couche c'est, comment on corrige. Et des fois, en fait, Azure, vous êtes tellement tout abstrait que vous ne pourrez pas vous en sortir si vous ne sortez pas de ce niveau d'abstraction. Et en fait, vous pouvez limite être bloqué parce qu'en fait, vous avez le package qui n'est pas bon, mais en fait, vous ne pouvez pas le changer parce que c'est Azure qui le met comme ça. Et en fait, c'est fini, quoi, entre guillemets. Et en fait, le temps que ça marche, c'est super, mais dès que ça ne marche pas, c'est un enfer. Un petit rappel qui est important, c'est-à-dire...
le cloud, ça n'existe pas. C'est juste l'ordinateur d'un autre. Vous êtes juste un voleur. Vous êtes juste un voleur. Il n'y a pas de Ouais. serveur en nuage. Il n'y a pas de serveur en nuage. Voilà. Et en fait, le problème, et c'est un problème, mais je le rappelle à tous, et spécifiquement aux jeunes qui nous écoutent, l'informatique, c'est une encapsulation de choses qui existent. C'est-à-dire que même si vous prenez un service très haut niveau, toutes les couches d'abstraction existent en dessous de vous. C'est pas magique. C'est pas magique. Et du coup, c'est pas parce qu'on vous les voyait pas qu'elles peuvent pas foirer. Et quand elles foirent, il faut les connaître. Alors, le TCP n'a pas disparu, l'UDP n'a pas disparu, l'IP n'a pas disparu. Il y a rien qui disparaît. Et c'est pas parce que vous faites de la functional de service que c'est magique et que tout le reste a disparu. Non, c'est juste que vous le voyez pas. Et des fois, si ça foire, comme disait Arthur, vous n'avez pas forcément ni la compréhension ni la vision de tout ce qui se passe. Et typiquement, si tu choisis, je sais pas, de démarrer sur effectivement un mode function as a service, si un coup tu te dis finalement je veux repasser en IaaS pour X ou Y raison, est-ce que c'est des choses qui sont simples à faire ou est-ce que ça va être d'une complexité sans nom? Simple, si tu redéveloppes tout toujours. Non, c'est pas vrai en fait. C'est plus facile. Je ne vais même pas te dire non. Tu pars à un niveau d'abstraction, tu restes à ton niveau d'abstraction. C'est très compliqué de changer. Ouais, c'est très. Ouais. Il faut tout refaire en fait. Quel que soit le Faut niveau pas où tout t'es, refaire, mais il faut à part refaire pour beaucoup. passer de l'infrastructure au conteneur, ça va. Ouais, Mais c'est en peut-être fait, plus simple dans un sens que dans un autre, Ouais. peut-être. Mais de toute façon, en fait, la function as a service, c'est vraiment un nouveau paradigme de développement quasiment. Donc en fait, ça va être très compliqué si vous êtes en function as a service, à repasser en conteneur ou en infrastructure et inversement en fait, parce qu'il faut repenser son application parce qu'il y a d'autres problématiques, il y a d'autres enjeux qui sont autour de ça. Et en fait, si vous faites juste un copier-coller, j'ai envie de dire, ça sert à rien de passer en function as a service. Vous allez juste plus. C'est pas vrai. Nathan, il travaille sur la compilation native. et ça va marcher. Ça va marcher. Non, mais c'est vraiment une nouvelle façon de développer et d'imaginer ces applications. Donc, c'est autant d'infrastructure à conteneur, c'est entre guillemets plus simple et plus. Ouais, si vous avez une application qui a moins de 10 ans, c'est faisable. Voilà. Après, pour la fonction, faut redévelopper en fait. Et surtout quand on change un peu le paradigme, parce que quand on pense une application en fonction et non pas comme une application web plus classique, en fait, on va pas faire les mêmes choix techniques. Et dès qu'on va faire la migration, on va se retrouver avec des choses qui vont être limite contre-performantes parce que la façon de coder n'a pas été du tout la même et la façon de penser non plus. Surtout, je pense sur ces différences de marche, il y a un vrai impact. Parce que passer de conteneur ou pas conteneur, etc., c'est un travail, mais c'est beaucoup moins coûteux que de passer de la fonction à pas de la fonction. C'est dur en fait, parce que tu te dis que si t'as pas pris le bon choix au démarrage, pour changer en cours. Après, la différence entre conteneur et fonction, c'est pas non plus. Si vous avez une application qui marche en conteneur, vous n'avez pas besoin de la refaire en fonction. Et si vous partez en conteneur, elle va pas ne pas marcher parce que vous n'êtes pas parti en fonction. Tandis que si vous partez en fonction, ça peut ne pas marcher en fonction alors que ça marchera en conteneur. C'est pas très clair, mais. Non, mais c'est sûr que c'est des choix qui sont structurants, qui doivent être pesés et mesurés au début d'un projet. Et souvent, c'est pas fait parce que c'est très compliqué d'expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas technico-technique. Et même pour un dev lambda, c'est compliqué de se projeter sur tous ces trucs-là. Oui, complètement. Si on se penche un peu sur ces différentes couches et les services qu'offre Microsoft, il y a des services que vous appréciez et que vous utilisez souvent là-dedans, qui sont propres à Microsoft et qui sont bien. Je pense qu'il serait sympa, c'est pour toutes les couches qu'on a données, qu'on donne le nom du service Azure associé. Ah bah parce que vous les connaissez? Oh oui. C'est vrai? Mais en fait, même pour une même couche, il y en a plusieurs, mais ce que je veux dire, c'est donner au moins le plus courant qui propose le plus de choses. Parce que je me dis, moi je démarre sur Azure, je peux. On peut aussi dire les ceux à ne pas utiliser. À ne pas utiliser. Il y en a un paquet. Vas-y, si on part sur la couche network. First. Network, c'est un peu plus compliqué. Ah merde, j'ai choisi le mauvais. Non, mais c'est compliqué parce que ça dépend de ce que tu veux connecter avec ce que tu veux connecter. C'est-à-dire que si tu as un réseau privé avec ton entreprise, il faut avoir un VPN, il faut avoir des choses qui sont compliquées. Donc je propose que network, on considère qu'on le dit pas parce que c'est compliqué. Non, mais on va juste noyer nos auditeurs dans des choses qui sont pas. Pour storage, c'est faisable? C'est les comptes de stockage. Ouais. On peut avoir différents types de stockage, de fichiers statiques, pas statiques, soit que ce soit branché en tant que, pas vraiment disque, mais synchronisé en tant que point de montage. Tout ce qui va être stockage de fichiers ou de données, ça va être dans les storage, dans les comptes de stockage, mais à pas confondre avec les bases de données. Ouais. Alors, si on veut une base de données, c'est pas un compte de stockage qu'il faut prendre.
C'est vraiment du stockage. Même si tu as une petite base de données dans le compte de stockage. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais pas utilisé, ouais. C'est du Il temps faut pour- revenir à la base, compte de stockage. Je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, c'est pas fait pour stocker du fichier et rien d'autre. Et quand on dit du fichier, c'est même pas super bien pour faire des points de montage. C'est pas le job de ces systèmes-là. Les systèmes-là, c'est vraiment je stocke des fichiers. J'ai un fichier, j'ai un ID qui correspond au fichier, je schématise. Je récupère mon fichier par mon ID, ça fait ça. Et ça fait tout ce qui sert, donc dans le compte de stockage, ça sert à tout ce qui est hébergement de site web. Vous hébergez votre site web sur un compte de stockage. Et après, vous avez des services devant qui permettent de faire la mise à, j'ai envie de dire, disposition sur Internet. Site web statique. Site web statique. Oui, site web statique. Ouais. Et content PHP, ça marchera statique. pas. Non. Non. Mais j'imaginais plus le code JS qui était dessus et je comprends pas. Ok. Pour la partie serveur. Alors, la partie serveur, il faut pas utiliser ce terme-là. Non. On va dire la partie compute. Voilà. La partie compute, c'est quoi? C'est les traitements qui s'exécutent côté back-end. Donc, c'est les traitements qui s'exécutent sur le serveur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent? C'est le bout de PHP, le bout de Java, le bout de Python, le bout de .NET, ce que vous voulez. C'est le langage de programmation qui s'exécute côté back-end. Et là, c'est là où c'est le fourre-tout de solutions qui existent à tous les niveaux. D'accord? Donc, je mets de côté le premier niveau qui est le plus simple, c'est la machine virtuelle. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien connues par nos auditoires, qui est la machine virtuelle. L'étape d'après, c'est vous avez la notion de conteneur. Donc, votre application est dans un petit conteneur Docker. Et là, avec votre conteneur Docker, vous allez sur Azure, vous dites comment j'héberge mon conteneur Docker. Et là, vous pleurez parce qu'il y a 20 solutions différentes qui existent. Je ne sais même pas si on peut toutes les citer. On peut citer les grandes. Voilà. Les grandes. Vous avez la possibilité d'utiliser un Kubernetes as a service. Alors, j'ai pas le nom, c'est AKS. AKS. Azure Kubernetes Voilà. Service, je crois. Donc en gros, Kubernetes, c'est quoi? C'est un orchestrateur de conteneurs. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait Azure? Ils ont pris l'orchestrateur de conteneurs et ils vous le mettent en tant que service. Donc là, vous pouvez utiliser votre AKS comme un AKS classique sans vous poser de questions particulières. Ça, c'est super si vous avez plein d'applications et si vous avez une équipe de développement qui est capable de le maintenir. Si vous n'avez pas des rois de Kubernetes, et c'est pas simple, c'est pas un service à utiliser. T'es pas d'accord, Nathan? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, et comme c'est un service qu'il faut mettre à jour soi-même tout le temps, c'est assez compliqué. Par contre, si vous avez plein d'applications à héberger, c'est probablement le meilleur ratio coût, efficacité, modularité, simplicité, c'est vraiment le meilleur. Et je dirais même que ça le rend agnostique du cloud provider sur Ouais. lequel il est déployé. Donc, c'est même une solution qui est plutôt Ouais. conseillée si on a une bonne équipe derrière. Parce que là, comme c'est Kubernetes derrière, Kubernetes, vous l'avez chez partout. Si vous l'avez sur AWS, vous prenez un Kubernetes as a service aussi. Prenez toute la conf, vous migrez, ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc ça, c'est la solution, j'ai envie de dire, moi j'appelle la solution un peu star. C'est-à-dire, elle est super, mais il faut quand même avoir une DSI structurée, il faut avoir quand même des gens capables de l'encaisser, c'est pas le plus simple. Et après, je vais laisser mon ami Quentin nous donner tous les services packagés qui permettent d'équiper le Docker, et je me permettrai de faire la critique. Le service le plus commun, ça va être l'APP Services, l'App Services, qui permet de faire tourner soit du code, soit un conteneur, et qui package tout un tas de services annexes avec tout ce qui va être gestion de certificats, nom de domaine, tout ça. Donc, c'est un peu le premier service qu'on se lance quand on va sur Azure. On essaye celui-ci, on se rend compte que le coût est énorme, et après on se dit, est-ce qu'on peut pas essayer d'optimiser un petit peu avec autre chose? Après, on va partir sur des conteneurs instances. Les conteneurs instances permettent d'héberger des conteneurs, comme son nom l'indique, mais on va gérer un peu plus finement la puissance proposée, parce que sur APP Services, c'est des services packagés, donc on a des puissances qui sont... on est obligé de choisir dans un package de puissance qui est fourni, alors que le conteneur instance, là, on peut dire, je veux exactement 0,5 CPU et 0,5 Go de RAM. On continue d'aller toujours... Mais c'est quand même pourrave, conteneur instance. Ouais. C'est vraiment, ça ne répond à aucun cas d'utilisation. Non, Je crois que nous, on l'a vraiment blacklisté. on l'a blacklisté. Ouais. Et après, on peut aller sur le conteneur apps, qui fait la même chose que le conteneur instance, mais qui a une particularité, c'est qu'il est capable d'éteindre le conteneur s'il n'y a pas d'activité dessus. Ce qui tend un petit peu vers tout ce qui est Green IT, permet de faire un petit peu d'économie d'énergie dessus. Et ensuite... Après, il y a le FAS, donc tout ce qui est fonction, Après, il y a les fonctions. mais qui ne peuvent être éligibles que si votre développement est fait en fonction. Ouais. Là, ça s'appelle toujours Azure Functions, ils n'ont pas changé de nom. Non, c'est ça ne change pas. donc les Azure Functions, où là, grosso modo, vous mettez votre code et ça s'exécute. Et en gros, le FAS, je le rappelle, vous n'avez pas à savoir sur quoi c'est calculé. C'est-à-dire que vous n'avez aucune idée de puissance réelle Non. là-dessus et vous êtes facturé au temps d'exécution de la méthode. Ouais.
Donc en fait, la facturation, c'est le temps d'exécution d'un appel d'une méthode multiplié par le nombre de méthodes pendant la durée de facturation. Et c'est ça qui vous... Donc en gros, Au hasard. au hasard. Ouais, ça. Et je le dis à tous nos clients qui nous écoutent, ça sert à rien de nous demander d'estimer ça. On vous donne un chiffre random. Et surtout, ce qui est un peu vicieux, c'est qu'il y a tous les premiers mois, entre guillemets, avec un nombre d'instances gratuites. Ouais. Et il y a un jour où ça va coûter un peu plus Il y cher. a Et 1 million de secondes gratuites qu'ils offrent, et puis après, Voilà. au petit bonheur la chance. Là, c'est à peu près tout ce qui existe pour la partie compute, hors truc très particulier. Et après, il y a tout ce qui est, tu vas me poser la question du PASS. Exactement. Voilà, tout ce qui est plateforme de service. On va parler base de données. Moi, je trouve que c'est probablement l'un des services les plus utiles qui existent dans les systèmes cloud, c'est la base de données en tant que service. Parce que du coup, ça marche tout le temps. Tu peux gérer la sauvegarde intelligemment et tu n'es pas obligé de te saouler avec ces bases de données qui crachaient tout le temps. Historiquement, pour ceux qui se sont amusés à faire du MySQL ex-MariaDB, je veux dire, c'était quand même très compliqué de faire des systèmes haute dispo avec ces systèmes-là. Aujourd'hui, dans ces systèmes de base de données que vous utilisez en tant que service, ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment j'ai envie de dire, pour moi, c'est vraiment le minimum si vous allez dans le cloud, même si vous voulez rester en IaaS, mettez quand même vos bases de données dans ces systèmes-là. Ça sera le meilleur rapport qualité-prix que vous aurez jamais sur des systèmes cloud. Voilà. Après, en termes de bases de données qu'ils fournissent, ils fournissent toutes les bases de données standards du marché. Vous retrouvez MariaDB, vous retrouvez Postgre, ce qui est à notre préférence en interne, on utilise majoritairement Postgre. Après, vous avez toutes les... SQL Server. Ouais, SQL Server. Alors, si vous avez envie de payer cher pour Ouais, SQL c'est ça. Server. ça aurait été dommage qu'ils mettent pas SQL Server quand même. Et ils ont réussi à obtenir un partenariat, mais c'est pas hébergé chez Azure, c'est avec Oracle, où ils ont réussi à faire un pont entre le système d'Oracle et le système d'Azure. Et après, vous retrouvez toutes les bases de données aussi NoSQL qui existent sur le marché et dont des bases de données qui peuvent aller très très cher. Hein. Ça peut être vite très très cher. Et en particulier dans les bases NoSQL, pour ceux qui nous écoutent, les bases NoSQL dans les systèmes cloud, c'est une fortune. Faites attention à CosmoDB. Ouais. Ça monte très très vite. Wow. Alors pourquoi, pour ceux qui nous écoutent, on va leur donner l'explication, c'est que un système NoSQL, en fait, le principe, c'est que ça passe tous les enregistrements, donc ça fait énormément de lectures sur le disque. C'est un principe de conception. Et du coup, pour que votre système aille vite, il faut des gros I/O. Et en fait, sur les systèmes de type cloud, vous payez très cher à l'I/O. I/O, c'est in-out, pour ceux qui veulent. Donc en gros, si vous voulez que votre requête aille vite, il faut des gros I/O, grosse facture. Bien résumé. L'équation incroyable. Je l'ai fait de tête. Vous voyez d'autres services que vous utilisez dont on n'aurait pas parlé On va dire la base de la base, c'est quand même Microsoft Entra ID, anciennement Azure AD, qui permet de faire aujourd'hui la gestion des utilisateurs, de l'authentification sur les applications et des rôles. C'est le point central, on va dire, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties sur Azure plus qu'AWS, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui possèdent un compte Microsoft Admin pour avoir Office 365, en gros, ils ont forcément un Microsoft AD derrière. Et donc, du coup, ça a encouragé fortement les entreprises à partir directement sur quelque chose qu'ils avaient déjà, plutôt que de recréer quelque chose qu'ils n'avaient pas. Autre service, moi je pense, on peut citer tout ce qui est CDN et front d'or. Oui. Moi, alors je vais peut-être mettre un pic à Azure, mais je trouve que c'est un bordel sans nom ce qu'ils ont fait dans les systèmes CDN et les systèmes de sécurité. Non, mais c'est vrai. Oui. Tu as 20 services qui font pareil entre le front d'or, le CDN, qu'est-ce qu'il y a l'autre aussi les application gateway ou je sais pas quoi, là, ils en ont 50 termes qui veulent tous plus ou moins faire la même chose. Une Ouais. configuration que tu peux pas faire en Ouais, et du coup, tu finis toujours au milieu de tout refaire. supprimer. Voilà, ça. Donc, en gros, à quoi ça sert un CDN, un Content Delivery Network? Ça permet juste d'accélérer la distribution des contenus statiques sur Internet. Mais maintenant, ça fait plein d'autres choses. Ça fait partie ça fait en fait votre proxy qui redirige les URL, qui réécrit les URL, qui fait un certain nombre d'actions de sécurité. Donc, ça fait pas mal de choses, tous ces systèmes-là. Et de plus en plus. Et en fait, je sais pas pourquoi ils ont 3 services différents qui font à peu près la même chose. Moi, je comprends pas pourquoi ils se sont pris la tête là-dessus. Non, c'est vrai. En fait, ils font la même chose, mais Mais pas au même niveau. Avec des offres de services différentes. avec des offres de Du coup, services différents, tu sais pas pourquoi tu payes un truc très cher. Ça peut être très cher ou pas cher, et c'est complètement, d'un point de vue développeur, c'est complètement aléatoire. Enfin, c'est pas très clair. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le moins cher, on se rend compte qu'il y a un truc qu'on peut pas faire, du coup, on va sur un peu plus cher, et on monte comme ça de service en On va service. crescendo. Ouais. Ouais. Et d'un coup, ouah Attends, mais c'est juste pour. Ça marche super bien, mais c'est très cher. Là. Par exemple, là, typiquement, c'est pas méchanceté de Microsoft, mais AWS, c'est bien meilleur sur la Ouais, partie je suis pas CDN. d'accord.
C'était quoi le surnom Gourou Microsoft? On est un gourou AWS aussi, alors. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Hein. Ouais, j'imagine. Il y a d'autres services que vous voyez dont on n'aurait pas parlé où on a... Bon, on peut parler de l'observabilité Ouais. avec App Insight, donc qui permet de un peu, pas forcément monitorer, mais voir un petit peu tous les flux qui passent dans vos applications Azure, donc qui sont dans des services Azure. Vous n'aurez pas vraiment ça si vous avez utilisé une VM classique sur Azure. C'est vraiment si vous utilisez les conteneurs, les fonctions, etc. Et donc ça permet de recouper toutes les métriques que remontent, toutes les sondes qui sont automatiquement installées par Azure sur tous ces services, et de vous faire des jolis dashboards. Ça vous permet de voir où vous avez des requêtes qui sont un peu trop lentes. C'est juste pour la stat. Et voilà. Non, et pour le coup, franchement, si tu prends l'équivalent... Lui, par contre, est bien mieux sur Azure. Ouais, que c'est sur super. AWS. C'est un super système d'observabilité, je trouve, qui est pas cher, pour le coup, pas très cher. Et quand tu fais l'équivalent à AWS, qui n'ont jamais été capables d'en sortir un, Ouais. c'est quand même autre chose. Et je dirais, alors on en est aux forces faiblesses ou pas là? Il y avait une rubrique force faiblesse. Nous pouvons tout créer ici. Je dirais, moi, je vais citer 3 forces d'Azure, pour le coup, je trouve qu'il est vraiment... et ce qui fait qu'aujourd'hui, on préconise plutôt Azure pour pas mal de comptes clients, c'est quand même beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus compréhensible ce que font Azure, à part certains services, sur leur système cloud que la notion, j'ai envie de dire, d'AWS. On sent qu'AWS, ils sont partis avant, ils ont plus de services, et on peut faire plus de modularité. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je trouve qu'Azure, en termes de... Enfin, je ne sais pas si vous partagez, c'est quand même beaucoup plus simple de comprendre ce que tu fais sur Azure que de le comprendre sur... Rien que par le nommage, en fait. Ne serait-ce que par le nommage. Ouais. Entry ID. Pourquoi ils appellent pas ça Azure AD comme tout le monde? On en parle de ton S3. Bah, c'est Simple Storage Service, tout simplement. Moi, j'avais EC2 en tête. Ah oui, aussi, oui. Non, mais oui. Après, moi, je connais beaucoup plus facilement AWS. Enfin, je connais beaucoup AWS, du coup, je comprends rien à Azure, mais ça, c'est plus parce que j'ai l'habitude de fonctionner en AWS. Non, mais AWS, ils ont beaucoup de services qui sont périmés, qu'il ne faut pas utiliser, mais qu'ils ont encore parce qu'ils ont de l'expérience. Voilà. Après, donc, moi, c'est mon premier sujet, je trouve qu'en simplicité, je trouve qu'Azure, ils sont quand même devant. En lisibilité sur les prix, c'est quand même un peu plus simple de faire du Azure. Ça reste compliqué. Parce que mais vous ça avez une reste... grosse calculette qui vous permet de... Ouais, et puis comme c'est des services plus packagés, tu peux moins... Donc c'est quand même un peu plus facile de faire ça. Ça, j'ai mis 2 points positifs déjà. Ouais. Voilà, je suis gentil. Un point négatif. CDN. Quoi? CDN. Non, le point négatif, c'est que la doc, elle est à chier. Il faut dire ce qu'il y a, la doc d'Azure, elle est à chier. Elle est à chier parce que surtout, mais on a un peu le même problème sur AWS, c'est qu'ils ont du mal, du coup, comme on peut tout faire, ils ont du mal à donner des guidelines précises de si vous voulez faire un truc state of art, c'est ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est compliqué. Puis comme ils évoluent tout le temps, c'est toujours un peu en retard là-dessus. Donc ça, c'était un des premiers points négatifs. Le deuxième point négatif, c'est que je trouve que la console d'administration d'Azure plante souvent. Oui, plante très souvent. Tout le temps. Voire tout le temps. Une fois par Et jour. que ce système de pans qui viennent successivement se mettre, Tu c'est sais jamais où vraiment t'es. un non-sens de conception. Une fois sur deux, t'es obligé de revenir Non. à la page d'accueil parce Si, que moi, tu sais plus où t'es. je soupçonne des fuites mémoire dessus. Ah ouais, ça lag. Et ouais, tu mets 10 minutes, tu es obligé de rafraîchir la page parce que ça lag là-dessus. Par contre, point positif, il y a une uniformité dans les écrans, ce qui n'est pas sur AWS, où AWS, tous les 4 matins, ils changent d'idée sur... Ils ont une nouvelle équipe qui fait une nouvelle Ouais, équipe. c'est ça, Rien à voir. qui n'a rien à voir, et tu fais « Ah !» Bah, ils sont où mes boutons? Et où tu as un peu envie de pleurer. Vous avez d'autres points positifs, négatifs autour de la table qui vous viennent en tête ou vous partagez plutôt? Non, je partage carrément. Ah ouais. Ouais, non, si, c'est vrai. Lui, franchement, c'est pour ça que je passe par la console la plupart du temps pour faire des trucs compliqués, parce que... Oui, et d'ailleurs, il faut le dire, il faut passer par les consoles et pas par l'interface web. Ouais, au maximum. Parce qu'en fait, déjà, vous n'avez pas accès à tout par interface web. Et souvent, vous avez des paramètres qui vous sont masqués ou qui ne sont pas tout à fait... Donc, passez toujours par les consoles. Vous pouvez jouer par l'interface web pour bidouiller ou voir un truc rapide, mais si vous voulez industrialiser, on ne le répétera jamais. Et Quentin est aussi notre gourou DevOps. Il faut passer par des scripts, la console, des fichiers de configuration que vous maîtrisez beaucoup plus. Ça permet de faire de la documentation aussi, de garder pour pouvoir faire une réinstall plus tard au cas où. Toujours plus intéressant. C'est-à-dire justement, tu parles de DevOps. Aujourd'hui, quand on fait ses choix d'hébergement, quand on doit le maintenir, etc., c'est qui s'en occupe réellement? C'est les devs, c'est de l'infra, c'est tout le monde avec sa... flou. C'est le flou. C'est celui qui sait. Personne ne sait, justement.
C'est le problème, c'est-à-dire qu'il y avait les équipes d'Ops, il y avait l'équipe de Dev, et puis du coup, on a créé ce truc au milieu là qui est un peu le bâtard de l'informatique. Où en gros, les deux se disent c'est la faute de l'autre, et c'est souvent pas bien géré. Donc, je vous invite à tout le monde à se poser les bonnes questions de qui est responsable de quoi là-dedans, sachant que souvent les problèmes, comme le disait Arthur, je crois tout à l'heure, les services globalement ils marchent. C'est entre les services que ça peut planter. Ouais. Et en fait, c'est là où il faut de l'expertise. Donc, il faut que ça soit couvert par quelqu'un. Et en plus, ça a fait émerger une autre catégorie de personnes, les FinOps, qui permettent d'optimiser le coût, parce que forcément, comme on paye à la puissance consommée, il faut des personnes qui soient capables d'avoir un regard critique sur la consommation de l'infrastructure posée pour optimiser aux petits oignons et éviter des surfacturations qui peuvent vite monter. Déjà, on avait le DevSecOps, maintenant c'est quoi? C'est le DevSecFinOps. On va en trouver un vrai. Non, le FinOps est une branche à part entière. Comment est-ce que vous voyez l'avenir d'Azure? Est-ce qu'il y a des nouvelles features, des nouvelles choses qui manquent ou des nouvelles choses qu'ils ont déjà prévues? Ou est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à un système qui est déjà bien rodé pour ce qu'on fait? Déjà aujourd'hui, on est arrivé à un système qui fonctionne bien. Aujourd'hui, ça va être que de la proposition de services supplémentaires à chaque fois. Tiens, si je peux rajouter un point négatif, c'est la Graph API de Microsoft, qui n'est pas assez complet pour beaucoup de choses. Tu peux expliquer ce que c'est que la Graph API? Alors, le Graph API, du coup, c'est ce qui permet d'interagir beaucoup avec les données que vous mettez sur Azure, sur toutes les plateformes SaaS. Et donc, du coup, il y a des fonctionnalités qui sont disponibles sur Azure. Et dès que vous voulez les requêter dans vos applications pour faire des montages applicatifs un peu complexes, et du coup, vous n'avez pas l'accès parce que ils n'ont pas développé le endpoint API. Et là, vous vous retrouvez coincé. Et quand vous l'avez, ça prend 3 secondes à aller récupérer juste une photo de profil pour un utilisateur. C'est chambé. Ouais, franchement, c'est pas terrible. Non, je pense que là, on est plutôt dans un truc qui commence à être mature. Donc, on va avoir des montées de versions systématiques, d'amélioration, de trucs. Mais on ne va pas être sur des trucs fracassants de nouveautés dans les prochaines années, quoi. Il y a déjà beaucoup à digérer. Hein. Il y avait toute la partie serverless qui arrivait d'un coup avec les fonctions. Ils ont voulu rajouter du serverless sur des conteneurs, du coup, avec le conteneur app. Pareil, du serverless au niveau de la BDD, de la démarrer quand on a besoin. Du coup, toutes ces couches-là, déjà, le temps qu'elles marchent vraiment très très bien. Je pense qu'il va falloir encore un peu de temps, même si la partie fonction et conteneur est plutôt pas mal. Mais surtout la partie. Les fonctions, c'est souvent limité. Hein. Alors, dès que tu commences à faire un truc un peu compliqué, oui, enfin, en termes de développement, parce que là, en termes de fonctionnement du service, il commence à avoir un truc qui fonctionne bien. Toujours un peu moins bien qu'AWS, je dirais, sur les fonctions. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu sur AWS qu'ils étaient en train d'annuler leur service base de données en fonction, en serverless, parce que ça leur coûtait trop cher et qu'ils n'arrivaient pas à trouver un compromis. Avant, on avait Aurora serverless qui permettait de faire une base de données serverless, ce qui est bizarre quand on réfléchit vraiment. Et ils annulent parce que ça leur coûte trop cher et qu'ils n'arrivent pas à trouver de solutions techniques. Ouais. Donc, je ne sais pas si Azure continue là-dedans, mais... Attention, c'est pas très... De mémoire, la partie BDD serverless d'Azure n'est disponible qu'avec leur SGBDAE qui doit être Azure SQL. C'est que dans tous les cas... AWS, c'était leur SGBDAE, mais ils ont... Stop. Pour l'instant, j'ai jamais vu d'application l'utiliser, donc je pense que l'impact va être assez minime. Ouais, non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui migrent. Pour finir sur le sujet, Azure, on peut se dire que c'est la bonne solution, ou en tout cas une des bonnes solutions si on veut partir, en tout cas sur ces solutions d'hébergement. Si vous avez juste un dernier conseil à donner, peut-être à quelqu'un qui, aux jeunes devs en tout cas, qui ne connaissent pas encore le sujet, par où est-ce qu'ils doivent commencer? Pour mettre leur carte bleue. Pas mal. Des limites de facturation. Et mettre des limites de facturation. Avec des factures à 3 000 €. Non, en fait, il y a toujours un crédit quand on crée son compte la première fois sur Azure qui permet de tester un peu les fonctionnalités. Et je dirais de profiter de ce crédit-là pour justement tester plein de choses. Et pensez bien à supprimer une fois que vous avez fait votre test pour pas consommer ce crédit inutilement, quoi. C'est l'avantage aussi, c'est que si vous pensez bien à supprimer après, vous pouvez louer des machines de la NASA et ça va vous coûter... quelques milliers d'euros. Non, si vous laissez allumer tout le mois, oui, mais ça peut vous coûter 10 € pour une journée d'utilisation. Et bon, je sais pas ce que vous en aurez fait, mais c'est un peu, on se sent un peu puissant quand on sait qu'on peut limite louer, je sais qu'AWS, ils ont un service où on peut louer un satellite. Mais oui, c'est vrai que, comme disait Philippe, on se retrouve avec les outils du CAC 40 alors qu'on est dans notre garage en slip, donc c'est plutôt agréable, mais il faut faire attention au prix. Toujours dans ton garage en slip. Apparemment, il est bien isolé.
Et sinon, oui, tous les services où il y a un fruitier, en général, c'est les services principaux qu'on va retrouver. Du coup, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée si vous voulez une BDD, de voir où est-ce qu'il y a les fruitières sur les BDD pour savoir quoi utiliser. Les app services ont aussi un fruitière dessus. Bon, c'est 60 minutes par jour de consommer, mais après, ça permet quand même de faire son petit test, et puis voilà. Il faut aller bidouiller un petit peu, quoi. C'est ça. Bon bah merci à tous du coup pour vos avis sur la question. On va clôturer avec rubrique exceptionnelle, double coup de cœur de Philippe. J'ai oublié mon deuxième coup de Ah, il va te revenir. Simple coup de cœur. Alors, simple coup de cœur, mais c'est déjà pas mal. Ah non, c'est bon. Double coup de cœur. Alors, on va faire de la pub pour notre ami qu'on a découvert. On a découvert un monsieur qui s'appelle José, qui fait des vidéos sur YouTube sur l'explication de Java, mais qui sont de très très haut niveau et de très très bonne qualité. Et en gros, son principe, c'est qu'il fait ses explications, ça dure une trentaine de minutes, le temps qu'il boit un café, et il essaie d'expliquer quelque chose qui est très compliqué. Vous allez comprendre les virtual threads, vous allez comprendre les différentes collections, les différents systèmes de performance. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui va au fond des choses et qui explique de manière très, très avancée des choses qui peuvent paraître simples. Je vous prends un exemple tout bête. Il se posait la question de savoir s'il y avait des meilleures manières de faire des calls en Java, donc une méthode bête dont on ne réfléchit même plus en la faisant. Et il démontre qu'il y a des méthodes qui sont plus ou moins efficaces en fonction des cas d'utilisation. Et il le fait de manière extrêmement pédagogique, de manière extrêmement, fouillée et pointue. Et moi, j'invite tout le monde à écouter ces vidéos parce que je le trouve absolument super. Sachant que c'est quelqu'un qui travaille chez Java. C'est pas un mec qui est juste très fort. Ouais, c'est pas un mec qui est juste très fort. C'est un mec qui travaille chez Java. D'ailleurs, la chaîne, c'est La chaîne Java, c'est la chaîne officielle de Java. Il est fait en anglais, mais on pense français. Donc, c'est très compréhensible ce qu'il fait. Et puis, vous pouvez mettre les sous-titres et tout ça. Le seul défaut, c'est que c'est vrai que c'est à destination de gens qui ont un petit niveau de base de Java, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre le côté un petit peu drôle, sarcastique de ces questions. Mais moi, je recommande 100%. Voilà. On mettra peut-être les liens, ouais, j'allais dire dans la ça description. Puis si on peut l'interviewer un jour, José, on serait ravis. On va tenter une approche. Si José, après tu nous écoutes, tu peux nous approcher. Et du coup, tu as un deuxième coup de cœur ? Ouais, j'ai un deuxième coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur que je vais faire en 2 étapes. C'est-à-dire, je vais mettre un jalon aujourd'hui qui est un coup de cœur et je mettrai peut-être un coup de gueule dans le prochain podcast. On a essayé, donc je suis en train d'essayer avec Quentin des clés de sécurité YubiKey qui permettent de se passer des systèmes, de la double autente par un système de clés physiques qu'on met dans un truc. Pour l'instant, je l'ai installé en 10 secondes 30 et ça a marché du premier coup et ça marche super bien. À voir à l'usage ce que ça donne. Mais voilà, pour l'instant, je trouve que C'est quoi la différence avec un MFA sur c'est un MFA mais physique. Ah, c'est un MFA physique. D'accord. Donc en gros, c'est encore plus sécurisé puisque tu as besoin d'avoir la clé pour le faire. Okay. Franchement, je l'ai branché sur le Mac, j'ai activé sur Azure, ça m'a pris 3 secondes et ça a instantanément marché. Okay. Et tu es censé aussi pouvoir l'utiliser sur ton téléphone par NFC. Oh, bon. Bien ça. Encore une fois, j'ai pas tout testé. Je l'ai reçu hier, je l'ai installé. Voilà, donc c'est un coup de cœur qui peut se transformer en un prochain coup de podcast. Voilà. Il va dire c'est nul. Techniquement, tu pourrais l'utiliser pour toutes tes applications qui utilisent le MFA ou c'est que pour certaines ? Tout. Donc à la place d'avoir un outil où tu as 73 gros, applications différentes et il faut que tu le fasses à chaque fois, tu pourrais juste avoir ta petite clé. Et... Ouais, c'est ça. Investigation. Vivant le prochain coup de cœur. Le matin, quand tu pars au boulot, j'ai oublié ma petite Ouais, clé. c'est ça. Oui, par contre, j'allais dire, La journée bloquée, t'as plus qu'à rentrer. C'est comme quand tu oublies ton MFA, t'as ton téléphone. Tu vois. Ouais, si t'as pas ton téléphone, tu connectes à rien, c'est le même principe. T'es coincé. Je sais pas, moi j'ai mis sur plusieurs trucs. Par exemple, l'application outil. Ouais, sur les post-it aussi devant ton écran. On est 30 secondes, j'aurais écrit le C'est ça, c'est un peu chiant. Mais... tu peux le mettre sur ton Vault. Si t'as un Vault de mot de sur un Vault, mais même l'application outil, tu peux l'avoir synchronisée sur un desktop ou un téléphone. Je savais pas ça. Et du coup, moi j'ai les deux. C'est juste une chaîne de 250 caractères, je crois. Voilà, donc we'll see. Ok. Moi, je suis dubitatif sur le fait, effectivement, de toujours penser à l'apprendre, mais
Mais ça se faisait avant. Moi, je me rappelle, mon père, il avait toujours sa clé Ouais. pour son VPN ou ces trucs comme ça avant aussi. Dans avant beaucoup les de MFA. grosses boîtes, c'était même la norme. Ouais, c'est ça. Pendant des Travailler années. chez Et ça Sopra, il revient, avait ça revient énormément. Mais tu sais, on a tellement été déshabitués, en gros, à Ouais, penser à ces trucs-là que... Ouais, mais là, le gros intérêt, c'est que ça vous enlève les MFA. C'est-à-dire, vous avez plus cette espèce de code à chaque. Moi, je trouve ça insupportable. Et du coup, c'est quoi? C'est tant que t'as la clé sur ton PC? T'as juste à appuyer quand il te demande. D'accord. Tu touches la clé. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est- T'as un petit endroit sensible sur la clé. Oui, parce que c'est vrai, quand on a des doubles tentes, qu'en plus les numéros de téléphone, quand on a des comptes, là, je pense au recrutement. En restant Ils sont sur partagés. Azure, quand on commence à switcher de repo, Ah, à t'as chaque envie- fois, t'as il y a envie- une double tente à Ouais, refaire, T'as c'est envie une de horreur. crever, quoi. Parce que AWS, c'est tous les jours, le MFA, il a que 24 heures C'est vrai de refresh. Et du coup, moi, je sais que pour certains clients, on a genre 3 comptes AWS différemment. Dès que je veux faire un swap, il faut que je reconnecte le MFA du client, que je me redéconnecte, Voilà. que je remette. Si t'as ta YubiKey, t'as plus besoin. Parce que du coup, tu peux juste Tu juste toucher. appuies à chaque fois. Putain, c'est bien. Et c'est empreinte digitale, la YubiKey? Non, non, c'est juste. Ça pourrait être stylé. Je pense que c'est pour vérifier ta présence. En fait, c'est pour Oui. vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui utilise ton PC sans que tu sois devant, Ouais. donc t'es obligé de cliquer. Ok. Et ils ont mis un truc de sécurité, parce que justement, s'il y a quelqu'un qui te chope ta clé et qui la met... Ouais. Après, ça n'enlève pas le mot de passe, hein. Ça t'enlève. T'as un petit pin aussi. Je vais faire le test global et je vous ferai un. Ça se trouve, on aura un podcast entier là-dessus. Pensez bien à prendre vos clés pendant les pauses café. Ouais, c'est ça. Yes, ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci pour ce podcast, pour le double coup de cœur. On n'a pas l'actu des techos aujourd'hui. Théo nous a dit, oh, c'est pas terrible. Ce qui se passe. C'est l'hiver. On passe, voilà, c'est l'hiver, tout le monde est morose. Bon. On se retrouve en tout cas. Enfin, merci à tous. Alors que le CES de Las Vegas est passé, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, Ah, c'est vrai. Oh Ouais. là là. C'est vrai. C'est vrai, c'est Que de vrai. produits inutiles. On va pas en parler. Mais du coup, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite encore une fois une bonne année, des beaux projets pour cette année. Et puis, Et la santé, Camille. Et la, La santé, et la Camille. santé, surtout la santé, ouais. Et puis, et l'amour, et l'amour. Allez, à bientôt. Salut, salut. Bye bye. Salut. Salut.